Tapo. Pour qui connaît les règles des avocats, on doit commencer par le bâtonnier. Nous sommes tous ici des avocats indépendants, pas autour de qui que ce soit. Chacun a son client et nous avons décidé d'organiser une défense commune avec les avocats qui ont été cités, dont Maître Marcel Sekaldi du barreau de Paris, Éric Moutet du barreau de Paris et mes autres confrères du barreau malien. En tant qu'ancien bâtonnier, j'ai donc le privilège de conduire le groupe. Ce n'est qu'en cette qualité. Sinon, nous sommes tous sur le même pied d'égalité dans ce dossier. Je vais donc introduire cette conférence de presse que nous avons initiée pour informer l'opinion publique nationale et internationale sur ce dossier qui défraie la chronique depuis un certain temps. Je vais vous dire d'emblée, nous n'avons pas, mesdames et messieurs les journalistes, plus d'éléments que vous dans ce dossier. Nous sommes pratiquement au même niveau d'information, puisque le juge d'instruction qui a été désigné dans ce dossier a décidé de placer en détention 6 des inculpés sans les avoir entendus au fond. Donc l'instruction n'a pas démarré. Tout ce que nous avons comme élément, vous l'avez sur la place publique déjà, c'est le réquisitoire introductif du procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre le Premier ministre Dr Boubou Cissé, Sékou Traoré, secrétaire général de la présidence, magistrat, Vital Robert Diop, Koné Mamadou, Suleiman Kansai, Agui Boutal et Mohamed Issou Bachili Di Rasmal. Ce sont donc ceux qui sont visés et dont les conseils respectifs, les noms des conseils respectifs ont été évoqués ici. On leur donnera la parole, les uns et les autres, pour qu'ils disent à titre d'introduction les éléments spécifiques qu'ils ont concernant leurs clients respectifs. Donc, comme vous le savez, le procureur a demandé l'ouverture de cette information pour complot contre le gouvernement, association de malfaiteurs, offense au chef de l'État, etc. et complicité. L'auteur principal, selon ce réquisitoire que vous avez toujours, de ce complot contre le gouvernement serait le docteur Boubou Cissé, ancien Premier ministre du Mali, qui, nous apprend le réquisitoire, nourrit des ambitions présidentielles. C'est textuellement ainsi que c'est libellé, docteur Boubou Cissé, qui nourrit des ambitions présidentielles. C'est peut-être un crime maintenant, je n'en sais rien. Et donc, dans ce cadre, il aurait constitué un noyau de groupe pour déstabiliser la transition au profit de cette ambition. Ce qui d'abord est une première contradiction flagrante à mon avis, puisqu'on ne peut pas nourrir des ambitions présidentielles, vouloir être président à des élections présidentielles et désorganiser la transition qui est censée organiser ces élections. Ça me paraît pour le moins aberrant. Donc on reproche au docteur Boubou Cissé d'avoir tenu des réunions secrètes et clandestines à son domicile et dans une mosquée des 1008 logements avec les personnes que je vous ai citées. Alors, ce dossier, vous le savez, nous le savons tous, a été initié par la sécurité d'État, la Direction générale de la sécurité d'État, qui a interpellé tous ces gens-là et les a gardés pendant quelques jours dans le secret le plus absolu et a mené une enquête à laquelle nous n'avons pas eu accès, puisque aucun conseil n'a accès à la sécurité d'État, ni au dossier, ni à ses clients. Et ce rapport
aurait été transmis à la gendarmerie qui a ouvert une enquête préliminaire. Moi, je n'appelle pas ça une enquête parce que les gendarmes n'ont fait que poser des questions aux différentes personnes qui ont été interpellées sur la base de l'enquête de la sécurité d'État qui n'est pas au dossier, encore une fois. Personne n'a vu ce rapport et je doute fort que nous ayons un jour accès à ce dossier. Alors, on parle de réunions secrètes, de réunions clandestines autour de Boubou. Mais toutes ces personnes citées, que ce soit à commencer par Rasbat, qui serait le propagandiste dans cette affaire, ensuite les financiers, Robert Diop, qui est le directeur du PMU, Suleiman Kansaï, qui est le receveur, je crois, du district, Mohamed Kone, qui est trésorier payeur général, et Hagi Boutal, le frère de Boubou, qui est directeur adjoint de l'AGFO, qui seraient les financiers de cette affaire, n'ont jamais tenu aucune réunion autour du docteur Boubou Cissé. Aucune de ces personnes ne se sont rencontrées dans un passé récent. Le docteur Boubou Cissé, comme vous le savez, après le coup d'État du 18 août, a passé 52 jours à Kati. Après sa libération, Sékou Traoré, qui était son chef de cabinet, lui a rendu une visite de courtoisie comme bien d'autres. À part ça, il n'a jamais rencontré Boubou Cissé ni tenu de réunion avec lui. Les autres n'en parlons pas. Hagi Boutal, c'est le demi-frère de Boubou, ils sont de même mère. Va-t-on reprocher à Hagi Boutal de rencontrer son frère? L'enquête préliminaire entre griffes dit que par acquis de conscience, Hagi Boutal dit être le frère de Boubou. Il ne dit pas être, il est le frère de Boubou. Comme Léo Makital, Hagi Boutal, ce sont des demi-frères de Boubou Cissé, ils ont la même mère. Rasbat, depuis que Boubou était ministre des Finances, Rasbat l'a fait contacter pour 2 dossiers, ils ne se sont jamais vus. Depuis le 18 août, il n'a jamais rencontré Rasbat, il ne lui a jamais parlé au téléphone, a fortiori le financier. Concernant le docteur Boubou Cissé, il n'y a absolument rien dans le dossier que nous avons. On lui reproche simplement d'avoir une ambition présidentielle qu'il n'a d'ailleurs partagée avec personne. L'aurait-il fait que cela ne serait pas criminel à mon avis. On lui reproche d'avoir comme cerveau intellectuel de ce projet Sékou Traoré, qui était jusqu'à hier le secrétaire général de la présidence de la République. Et quel fait reproche-t-on à Sékou Traoré? 3 ou 4 faits. Son conseil est là à mon côté, c'est Touré, il va peut-être en parler. Mais on lui reproche d'abord d'avoir consulté un puissant marabout à Ségou, Lassana Kane. Il paraîtrait que tous les coups d'État commencent chez les marabouts. Je n'en sais rien, il faudrait poser la question aux spécialistes des coups d'État. Je n'en ai jamais fait, je n'en ai jamais été complice. Ou un marabout peut-être. Bon, il faudrait demander ça au marabout. C'est curieux d'ailleurs, effectivement, on ne l'a pas interrogé ce marabout. Mais il est connu, c'est un Lassana Kane. Sékou Traoré l'aurait consulté. Alors je vous apprends que Lassana Kane est l'oncle de Sékou Traoré. La petite sœur du père de Sékou, sa petite sœur, même père, même mère, est l'épouse de Lassana Kane, ce fameux marabout à Ségou. Et depuis des années, Sékou Traoré se rend aux ziyaras de Lassana Kane, son oncle. Et là, depuis qu'il a été nommé secrétaire général adjoint, ensuite secrétaire général de la présidence, il n'a jamais été voir Lassana Kane.
il y a été lors du dernier Mawlud, à la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cela suffirait-il pour constituer un élément de complot contre le gouvernement, le fait d'aller rendre visite à son oncle? Et encore, il ne l'a pas fait. On lui reproche d'avoir introduit des viandes de sacrifices rituels au palais. Mais aucun élément précis, concret, n'est fourni à l'appui de cette affirmation. Ensuite, on lui reproche d'avoir désorganisé l'agenda du président en faisant barrage entre le président et certaines personnes qui auraient sollicité de rencontrer le président, et le secrétaire général aurait fait entrave à ces rencontres, ce qui serait des éléments de déstabilisation du président et de la transition. Alors je vous apprends tout simplement que l'agenda du président est fait par le directeur de cabinet et non pas par le secrétaire général. Ça, je le sais pour avoir été conseiller spécial à la présidence de la République. Si le procureur ne le sait pas, on ne peut pas lui en tenir rigueur. Mais l'organigramme de la présidence est quand même un acte public qui est connu et qui aurait dû être consulté avant d'affirmer n'importe quoi. Ce n'est pas le secrétaire général qui fait l'agenda du président de la République. Ensuite, il lui est reproché d'avoir fourni des informations sur des initiatives du président de la transition, d'avoir fourni des informations sur ces initiatives à Rasbat. Et bien là également, Sékou est formel, il n'a jamais contacté Rasbat, ni physiquement, ni téléphoniquement. Et il ne sort aucun élément du dossier pour corroborer ces affirmations. Voilà donc les indices graves, concordants, reprochés au secrétaire général de la présidence et qui seraient constitutifs de complot contre l'État. Il faut bien croire que la transition, elle est très fragile pour qu'on puisse la déstabiliser avec si peu d'éléments. Les autres financiers, Vital Diop, qui est directeur du PMU, Koné, Kansaï, qui sont du Trésor et des services du payeur du district, et Hagi Boutal, qui est le frère, comme je vous l'ai dit, de Boubou Sissé, et qui est directeur adjoint de l'AGFO, seraient les financiers de ce complot. Et ils auraient mobilisé, c'est ce qui ressort du réquisitoire que vous avez comme moi, hein, ils auraient mobilisé 200 millions distribués entre les syndicats d'étudiants et de travailleurs. Ils auraient aucune trace de ces 200 millions, aucune preuve matérielle de cette remise, ou quand, à qui, à quel responsable syndical, quel responsable des mouvements d'agitation, rien, absolument rien. On affirme tout simplement que ces gens ont réuni une prime d'adhésion, je ne sais même pas ce que ça veut dire, une prime d'adhésion de 200 millions. Voilà ce qui est reproché à ces prétendus financiers qui, au passage, n'ont jamais rencontré ces derniers temps le Premier ministre Boubou Sissé. Jamais. Il n'y a pas eu de rencontre entre toutes ces personnes-là récemment. Enfin, Rasbat. Rasbat est connu pour ses émissions radiophoniques d'un ton assez libre, tout le monde le sait, mais il n'a absolument rien à voir avec Boubou Sissé. Ni maintenant, ni dans un passé plus lointain. Rasbat le dit, il n'a même pas rencontré directement, il a demandé des informations sur le paiement de la dette intérieure depuis que Boubou était ministre des Finances avant d'être Premier ministre. Ces rapports remontent à ces moments-là, il y a donc 3 ou 4 ans. Il n'y a jamais eu de rapport entre Boubou Sissé et Rasbat. Voilà donc
résumé, je vais passer la parole à mes confrères s'ils ont des compléments à apporter. Je le répète encore, l'information n'a pas commencé, donc on ne peut pas reprocher à qui que ce soit d'avoir violé les secrets de l'information. Le réquisitoire qui est sur tous les réseaux sociaux, qui est partagé par le monde entier, qui n'est pas une œuvre dont on peut être particulièrement fier, eh bien, il faut demander à son auteur qui est à la base de sa diffusion. Ce n'est pas nous, on se contente d'en prendre acte et pour la défense de nos clients, nous avons parfaitement le droit de commenter ce rapport, ce réquisitoire. Nous aurons à le faire encore dans d'autres endroits, mais là, franchement, nous en appelons à l'opinion internationale, l'opinion nationale. Il y va de l'honneur de la justice malienne, il y va de l'honneur de tous les Maliens, il y va de l'honneur de la transition, des autorités de la transition, il y va du respect des droits de l'homme dans notre pays, où des hommes, c'est des femmes, se sont battus, ont donné leur vie, ont donné leur liberté, ont sacrifié tout pour que nous ayons la garantie du respect de ces libertés fondamentales qui ne méritent pas d'être maltraitées de cette façon dans notre pays. Moi, je vous dis, j'ai mal que des confrères de Paris se déplacent pour venir nous aider et dans ce travail-là aujourd'hui de rétablissement des droits de l'homme dans notre pays, alors que ce pays était l'exemple. Le Mali, j'en étais fier. On a, dans toutes les instances, dans toutes les forats africaines, le Mali était donné en exemple pour le respect des droits de l'homme, pour la démocratie qui s'est installée dans notre pays depuis 1991. Hier, en allant au tribunal de la Commune 3, j'ai dit à ce jeune juge qui a le dossier que ça me rappelle les années 91 où j'ai suivi le bâtonnier Demba Diallo dans ces mêmes locaux. Il n'est pas là aujourd'hui, Demba Diallo, mais que de chemin parcouru, que de sacrifices du barreau malien pour qu'on puisse respecter les droits de l'homme, les droits de la défense, la présomption d'innocence. Aujourd'hui, on jette en pâture des hommes qui sont des jeunes comme vous, des cadres maliens valables, qu'on met en prison sans absolument aucun élément puisse justifier un complot quelconque. Si la fréquentation des marabouts ou des sacrifices rituels peut constituer un coup d'État, franchement, j'ai peur pour moi-même et j'ai peur pour le Mali. Je passe la parole à Marcel Sekaldi, ensuite à Éric Coutet et à Touré pour compléter mes propos avant de répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci, monsieur le bâtonnier. Permettez-moi tout d'abord de saluer les Maliennes et les Maliens qui appartiennent à une nation. Les circonstances de ce dossier. Nous vous disons qu'il n'y a rien dans la procédure qui permette de fonder les poursuites qui ont été engagées. Alors vous allez nous dire, c'est normal. Vous êtes avocat, vous défendez vos clients. Alors vous n'allez pas dire que ce qui leur est reproché est fondé. Eh bien moi je vais vous dire, c'est la première fois dans ma carrière que j'ai pu avoir connaissance d'un dossier de cette nature. Ce dossier est scandaleux. Ce qu'il met en cause, ce n'est pas seulement aujourd'hui la situation des personnes mises en examen et incarcérées, ce qui est en cause in fine dans cette procédure. Demain, ce sont les droits et les libertés garantis de tous les citoyens maliens. Et je vais vous dire, en ce qui me concerne, cette procédure, dans les temps actuels,
Elle ne m'étonne pas. Mais je vais vous dire pourquoi. J'ai fait un retour sur la Constitution du Mali du 25 février 1992. Elle n'est que suspendue. C'est l'acte fondamental du Mali qui édicte un certain nombre de principes qui sont ceux de l'état de droit et qui sont les principes reconnus par la communauté internationale des États. Lorsque vous lisez cette Constitution, et vous avez raison, monsieur le bâtonnier, vous avez des avancées extraordinaires sur le droit des personnes. Le Mali était bien en avance, par exemple, sur la législation française, puisqu'avant même que la loi soit adoptée en France, 10 années auparavant, dans la Constitution du Mali, le titre premier des droits et des devoirs de la personne humaine, il était indiqué que l'avocat devait être présent lors de la garde à vue de son client. Il était indiqué, ce qui n'est pas le cas en France, que même dans le cadre d'une enquête préliminaire, une personne entendue doit être assistée de son avocat. Et vous avez l'article 10 de cette Constitution. Que dit-il ? Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix. Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à 48 heures que par une décision motivée d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Et puis, je me suis penché sur l'acte fondamental du 24 août 2020. Je vous demande de vous reporter à ces textes. Ils sont disponibles. Sous le titre 1 des droits et devoirs de la personne humaine, vous avez les articles, c'est une reprise très exacte des articles de la Constitution malienne qui traitent des mêmes questions, sous le même titre, le titre premier. Et vous avez l'article 10. Que dit l'article 10 de l'acte fondamental ? Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix, très exactement le texte de l'article 10, premier alinéa de la Constitution. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l'ordre judiciaire. Mais c'est l'alinéa 3 de l'article 10 de la Constitution. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l'ordre judiciaire, sauf que dans l'acte fondamental du 24 août, l'alinéa 2 de la Constitution, nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à 48 heures que par décision motivée d'un magistrat de l'ordre judiciaire, a disparu. Ça signifie que les services de la sécurité d'État, que les services de police, pour des motifs qui seraient par exemple dus à l'urgence d'une situation réelle ou supposée, peuvent garder dans leurs locaux, au-delà d'une durée de 48 heures, n'importe quel Malien. Vous, monsieur le bâtonnier, mon cher confrère, vous, journaliste, sans que cette personne ait accès à un avocat, sans que cette personne ait accès avec le monde extérieur. Donc ça ne m'étonne pas, monsieur le bâtonnier, cette procédure. Elle était inscrite dans ce texte. Cette manière de faire et de procéder, elle était là déjà. Alors il ne faut pas s'étonner que les gens soient arrêtés par la sécurité d'État, gardés au secret durant 8 jours,
transférés ensuite à l'autorité judiciaire, à qui on laisse le soin, à qui on confie la tâche de les placer en détention dans un établissement pénitentiaire. Mais en amont, le secret, la mise au secret, l'absence de relation avec avocats, membres de la famille, médecins, ne se trouve pas dans l'acte fondamental. Or, je dis que ceux qui ont rendu cet acte en violation de la Constitution et de son article 10 sont ceux qui instrumentalisent ou qui peuvent instrumentaliser ces procédures. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis et je vous répète que ce qui est en cause, ce n'est pas le sort de ces 5 personnes. Allez, après tout, l'affaire judiciaire, 5 personnes en détention, bon, c'est ça, c'est la vie judiciaire. La justice n'est pas parfaite, elle ne peut pas être parfaite d'ailleurs, parce que les œuvres humaines, c'est pas bien grave. Non, ce qui est grave, c'est que la procédure employée, alors qu'il n'y a rien dans ce dossier, est une atteinte directe, volontaire, aux principes pour lesquels les Maliens se sont battus et ont sacrifié leur vie et leur existence. Alors voyez-vous, je dirais, et ce sera ma conclusion sur ce point, l'impartialité est l'éco-substantielle à la justice. Il ne peut pas avoir de justice qui ne soit pas impartiale. Lorsque l'action politique se mêle de la justice, ne parlons plus de justice, parlons tout simplement d'arbitraire. Alors qu'allons-nous faire? Eh bien, je vais vous dire que nous avons besoin de vous. Parce que vous, journalistes, vous, membres de la presse, vous êtes aussi en cause. Car, et je laisserai la parole sur ce point à mon confrère qui le défend, maintenir en détention Rasbat, c'est une atteinte directe à la liberté d'opinion. Demain, est-ce qu'il ne vous sera pas interdit de faire la moindre critique d'une décision gouvernementale au motif que cette critique serait un élément de déstabilisation de la transition? Alors c'est pourquoi je conclurai sur 2 choses. D'abord par une comparaison des situations dont les Maliens devraient bien s'inspirer aujourd'hui. C'est le Burkina Faso. Souvenez-vous, et permettez-moi de vous dire, je pense que le régime du président Compaoré n'avait rien à voir sur le plan de la défense des libertés et de la sécurité avec celui du président Ibeka. Les événements 30 et 31 octobre 2014. 30-31 octobre 2014. Les militaires ont occupé durant 2 semaines, les fonctions de chef de l'État. La charte de transition burkinabé, 13 novembre 2014. 15 jours après les événements. Même organisation. Un président de transition assurant les fonctions de chef d'État, un CNT, vous avez remarqué qu'on n'invente rien, Conseil national de transition, organe législatif de la transition, et un gouvernement de transition. Voulez-vous faire un parallèle? Modification de la loi électorale, 7 avril 2015. Ça, c'est un des impératifs de la transition, sauf erreur de ma part, que la modification de la loi électorale. Élection présidentielle,
18 mois après, 2 années après, 3 années après, comme le souhaitait l'acte dit fondamental, mais qui n'avait rien de fondamental d'ailleurs. Non. Élection présidentielle, moins d'1 an après les événements du 30 et 31 octobre 2014. Élection présidentielle, moins d'1 an après la charte de la transition, 11 octobre 2015. 11 octobre 2015, ce n'est ni 18 mois, ni 2 ans, ni 3 ans. Voilà quelles sont les règles d'une démocratie. Voilà quelles sont les règles d'un État de droit. Une révolution peut être fondée. Une révolution doit avoir des objectifs, mais il y a un objectif dont elle ne peut pas se soustraire. C'est le respect des droits et libertés des citoyens tels qu'ils sont garantis, non pas seulement par les textes internes, mais par l'ensemble des textes internationaux, signés par le Mali. Charte universelle des droits de l'homme, Pacte international des droits civils et politiques, statut de la Cour africaine des droits de l'homme. Le Mali a signé tous les protocoles de la CEDEAO. Aujourd'hui, en vertu de la signature du Mali de tous les protocoles de la CEDEAO et de son adhésion à la CEDEAO, dont les décisions de la Cour de justice ont un effet direct sur le territoire malien, chaque Malien peut saisir demain la Cour de justice de la CEDEAO s'il estime que les droits garantis de la personne humaine sont bafoués sur le territoire malien. C'est ça un État de droit. C'est ça la justice. Alors comme nous allons refuser de nous prêter à une palinodie judiciaire. Pour ma part, j'ai dit au juge d'instruction, évitez, monsieur le juge, vous êtes magistrat, donc vous êtes garant des droits et libertés de l'individu, évitez d'être l'otage d'actions politiques que vous ne maîtrisez pas et qui vous seront toujours dissimulées. Mais ce sont des mots. Mais s'il n'y a toujours rien dans ce dossier, nous ne serons pas l'otage de cette palinodie judiciaire. Et je le dis tout simplement, très simplement, pour que les choses soient claires, ce dossier sera ouvert sur la table. Chacun pourra en prendre connaissance et pourra dire en connaissance de cause si oui ou non ce que nous prétendons, il n'y a rien dans ce dossier, est l'expression de la vérité. Chacun pourra à ce moment-là, en prenant connaissance du dossier, en connaissance de cause, pourra dire que les poursuites qui sont engagées ne reposent sur rien. C'est ma conclusion ultime, et c'est pour cela que nous aurons besoin de vous, parce qu'avec votre aide, nous avons la certitude que les droits élémentaires de la personne au Mali, aujourd'hui comme hier, seront toujours préservés. Merci Marcel. Eric, à toi. Merci. Merci. C'est bon? C'est bon pour vous, merci. Merci, monsieur le bâtonnier Tapo, de cette invitation et cet honneur que vous nous faites à Marcel et à moi de venir, non pas vous aider, parce que je crois que, vu le talent que vous venez d'exprimer aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aide, mais plutôt de compléter, de donner un éclairage
et peut-être d'aider le dossier aussi à sortir de la seule ornière malienne et de voyager un petit peu vers d'autres contrées politiques ou judiciaires. Vous avez, M. le bâtonnier Tapo, exprimé quelque chose qui me semble effectivement frapper au coin du bon sens, à savoir que si on nourrit une ambition présidentielle, on ne s'attaque pas, on ne peut pas s'attaquer à une autorité de transition qui est précisément là pour organiser un scrutin. Et je dirais que cet seul élément de logique absolue souligne toute l'absurdité de ce dossier. Absurdité de ce dossier dans les intentions qui sont prêtées aux différentes personnes mises en cause et absurdité de ce dossier au regard de la qualité, des qualités des personnes mises en cause. J'ai l'honneur, avec mes autres confrères du Mali, d'assister M. Vital Diop, directeur général du Mali, qui est une personne absolument remarquable sur le plan de sa gestion. En tout cas, il n'y a rien qui ait pu lui être reproché. Il est soutenu par toutes les personnes avec lesquelles il travaille. Et c'est un individu qui a un sens aigu de l'État. Et donc cette observation faite s'agissant de M. Cissé et des ambitions qu'il nourrirait, je dirais, irrigue en réalité la totalité des personnes intervenant dans ce dossier, qui sont tous et toutes des personnes qui ont un sens aigu de l'État. Alors dans ce dossier, comme l'a justement souligné Marcel, on est surpris, on est arrivé hier et on a commencé à regarder un petit peu les éléments, on est surpris par l'indigence absolue d'éléments de preuves au regard de l'énormité des accusations qui sont formulées contre nos clients. On a d'abord une enquête de la sécurité d'État, une dénonciation de la sécurité d'État, sans que nous, avocats, ayons pu prendre connaissance de quoi que ce soit s'agissant de cette enquête. Et c'est pourtant cette enquête-là, cet élément-là, qui va être finalement repris, on ne sait pas très bien dans quelles conditions, par le procureur de la République, pour initier une enquête préliminaire et faire poser à travers les policiers désignés un certain nombre de questions à nos clients. Et c'est à travers les questions que nous avons pu découvrir qu'on s'aperçoit en réalité du vide sidéral à l'intérieur de cette procédure. Vous avez, monsieur le bâtonnier, évoqué question de financement s'agissant de rites sacrificiels. On nage dans le délire le plus absolu. Mais si on en revient à des éléments simples de procédure pénale, puisque je rappelle quand même que nos clients sont détenus, ce qui laisserait supposer quand même qu'existeraient contre eux des indices suffisamment graves, suffisamment concordants et précis pour pouvoir exercer à leur encontre des mesures de contrainte aussi violentes que celle de la privation de liberté, qui à ce stade est un piétinement absolu de la présomption d'innocence, dans la mesure où ces personnes qui ont demandé à être confrontées, qui ont demandé à s'exprimer auprès du magistrat instructeur qui prend une décision de contrainte, n'ont pas pu le faire. Et on se rend compte, à travers les questions qui ont été posées, de l'absence totale d'éléments probants. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail des incriminations, de ce qui est reproché plus particulièrement à M. Diop, que j'ai l'honneur de représenter, on le met en avant comme étant, et M. le bâtonnier Tapo l'a rappelé tout à l'heure, le bras armé, l'élément financier du système. Bien, là, pour le coup, on n'est pas sur de l'absurde, on n'est pas sur de l'immatériel, on est sur de la finance. Et qui dit finance dit expression de flux financiers et documentation permettant
de pouvoir tracer, le cas échéant, tout ce qu'on lui reproche, puisque finalement, on l'accuse d'avoir irrigué certaines organisations syndicales. On s'attendrait, à travers les questions posées ou les documents proposés au cours des auditions, à voir apparaître des lieux de remise de fonds, des personnes qui reçoivent ces fonds, des montants précis, parce qu'on jette en pâture comme ça une somme de 2 millions de francs CFA pour solde de tout compte. Enfin, quand même, c'est pas promener dans la rue avec 200 millions de francs CFA pour les donner en une fois à une organisation syndicale, puisque tout cela se serait déroulé depuis plusieurs mois. Il faut quand même qu'on nous démontre qu'il y a eu des réunions. On nous parle de réunions nocturnes et secrètes, mais quand et avec qui et selon quel témoignage? Et ces sorties, ces décaissements du PMU, où est-ce qu'ils se sont exprimés? C'est une organisation qui dispose d'une comptabilité publique. Il est absolument impossible d'échapper à des organismes de contrôle, de gestion de ces fonds-là. Donc il ne suffit pas d'arriver avec une pétition de principe en disant vous avez participé, vous avez libéré 2 millions de francs CFA, il faut quand même qu'on puisse nous dire oui, mais pour qu'au moins on puisse se défendre, et puis qu'au moins on puisse s'exprimer dessus sur tel événement, tel élément, telle personne, tel flux financier. Et comme Marcel vous l'a raconté, à la lecture du dossier, à la lecture des questions qui sont posées par les policiers, on voit que les policiers nagent eux-mêmes dans l'inconnu le plus absolu. Ce sont des répétitions de ce qu'on a bien voulu leur écrire, mais on ne sait pas aller plus loin. C'est-à-dire que quand nos clients poussent les policiers à travers leurs réponses dans leur retranchement, ces policiers sont bien embarrassés pour apporter des éléments de preuve. On reproche à Vital Diop d'avoir communiqué des fonds à M. Razbat pour organiser cette espèce de bazar médiatique. Vital Diop ne connaît pas M. Razbat, ne l'a jamais rencontré. Il le connaît de nom, comme tout le monde, mais il ne l'a jamais rencontré. Lui oppose-t-on, lui a-t-on opposé, je ne sais pas, en langage policier, une filature, une rencontre dans un café, dans un restaurant? Rien. Et là, je parle pour Vital Diop. On lui reproche également d'avoir communiqué des fonds à certains individus de la vie civile, à certaines organisations politiques. Voilà. Donc tout ça est une espèce de fatras, de lieux communs, non documentés, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, puisque nous défendons quand même des personnes qui sont privées de liberté, des personnes avec des enfants, une famille. On nous oppose aujourd'hui une enquête qu'on ne nous communique pas, des éléments de preuve qui n'existent pas, et un trouble à l'ordre public qu'on n'évoque même quasiment pas, en réalité, dans le dossier. Donc, si vous voulez, tous les critères qui président normalement à la détention, à notre sens, ne sont absolument pas réunis. Et c'est pour ça que de dossiers judiciaires, on glisse évidemment vers l'immatériel, et j'espère pas vers le sacrifice, mais en tout cas vers le politique, ça c'est certain. Aujourd'hui, il y a dans cette affaire un jeu d'ombre, évidemment, qu'il nous faudra, à nous aussi, décrypter, démontrer pour se défendre et pour comprendre pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on a été mis en cause de cette manière en l'absence complète et totale d'éléments probants. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps que cela. Je voulais insister vraiment auprès de vous sur cette première lecture que nous avons du dossier, ce refus quand même des autorités de s'expliquer à ce stade sur ces indices graves et concordants qu'on reproche, encore une fois, de manière itérative, extrêmement générale et non documentée à nos clients, qui ont conduit
à leur mise en détention. Voilà. Donc je cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale. Bonjour à tous mes confrères. Je suis Maître Touré Abdourahmane Ben Mamata. Je suis avocat de Sékou Traoré dans le cadre de ce dossier. Et j'ai également une autre qualité, je suis ami de Sékou Traoré depuis qu'on faisait la 6e année, jusqu'à la fin de nos études. Donc j'ai une double lecture de la situation. Et je voudrais, avec votre permission, me donner un tout petit peu de temps pour pouvoir vous expliquer comment cette affaire s'est déroulée en ce qui concerne Sékou Traoré. Vous savez, pour ceux qui connaissent Sékou Traoré, je pense que dans le milieu administratif malien et dans le milieu judiciaire, c'est un homme qui est connu. Il est connu pour deux choses. Il est d'abord connu pour être un homme d'une très grande rigueur en ce qui concerne son travail, très loyal dans le service public, et il est connu également pour être un homme très pieux. Il est d'une piété insondable et inégalable. Sa vie, c'est entre la mosquée et les bibliothèques. Vous ne rencontrerez pas un seul homme dans l'administration publique ou dans l'administration judiciaire au Mali qui vous dira que Sékou soit capable de faire ce qui est reproché. Cela est un fait. Pendant un bon moment, nous n'avons pas pris la parole, en tout cas en ce qui me concerne par rapport à Sékou, parce que la situation, elle est particulière. Son double statut de magistrat et son rôle de secrétaire général de la présidence m'imposaient un silence dans le cadre de ce dossier. Je vais vous dire pourquoi. Le secrétaire général de la présidence, avec rang de ministre, dans l'organigramme de la présidence, il a sous sa responsabilité, il a la responsabilité du moins administrative de la direction générale de la sécurité d'État. Mais cette direction générale de la sécurité d'État rend compte directement au président de la République. Le secrétaire général de la présidence, qui a sous son autorité administrative la DGSE, se fait interpeller par deux agents de la SE, même pas par le directeur, qui n'a même pas son rang d'abord sur le plan administratif. Deux simples agents de la SE viennent dans son bureau, l'interpellent et l'amènent quelque part. Quand ils amènent le secrétaire général de la présidence, ils le mettent dans une petite cellule de 1,50 m au carré, avec un seau pour les besoins remplis à moitié de besoins humains, quelques bidons awa remplis d'eau, on ne sait pas si c'est des urines ou si c'est de l'eau. On le séquestre après l'avoir déshabillé et fait changer de tenue de son bureau directement. Il n'a pas compris ce qui lui arrive. On le met dans cette promiscuité pendant un moment. Mais Sékou est un homme de foi. Il leur a simplement demandé une chose, je ne sais pas à quelle heure il est, mais laissez-moi la possibilité de rattraper les prières que j'ai pu manquer par-ci, par-là. Parce que le matelas qui était dedans, il était crasseux et hyper mouillé. C'est là où on lui a permis de sortir, il a fait sa prière. Et lorsqu'il a disparu et qu'on l'a appris, le syndicat des magistrats a été alerté. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et après, vers le soir, il a pu rentrer à la maison grâce à l'intervention de ses collègues syndicats des magistrats. Parce qu'un magistrat comme un avocat dans une démocratie, en tout cas les avocats sont les défenseurs des droits humains, et les magistrats rendent la justice au nom du peuple malien. C'est le point de dénouement de tous les conflits. Et les magistrats statuent sur tout, que ce soit les actes des autorités administratives, que ce soit des actes de la vie civile. Les magistrats, quand ils peuvent se faire enlever dans un pays comme ça, malgré le statut protecteur qui leur a été donné, je me dis que l'indépendance de la justice est en danger parce qu'il va toujours trembler avant de rendre une décision, surtout lorsqu'un acte d'une autorité administrative est déféré par devant lui. Donc, conscients de cela, les magistrats ont compris que c'est une grave menace pour l'indépendance de la justice et pour l'état de droit pour les citoyens que nous sommes tous. Nous, avocats également, pareil. Donc, il y a un premier problème dans ce dossier, c'est le fait qu'on bafoue les statuts protecteurs des acteurs de la justice. Si un magistrat a peur, il ne peut pas rendre de décision.
Si un avocat a peur, il ne peut pas assurer une défense. Il ne peut même pas accompagner un client dans un commissariat au risque de se retrouver enfermé en même temps, au même moment que son client. Donc nous sommes très jaloux de ce statut protecteur. Ce n'est pas un privilège qu'on nous donne, mais c'est une garantie pour qu'on puisse défendre vos droits et qu'on puisse faire prévaloir l'état de droit. Cette garantie de protection statutaire du magistrat a été touchée et cela ne doit pas rester impuni. Cela ne doit pas rester impuni. Il s'agit des magistrats. Un magistrat n'est pas n'importe qui. Sur terre, le seul homme qui est habilité à rendre la justice dans notre système judiciaire organisé, ce sont les magistrats. Leur parole fait foi. On s'en tient à cela. Donc, cela est particulièrement grave pour qu'on le soulève à ce stade-là. Lorsque Sékou est rentré chez lui, le lendemain, le soir même, on s'est réunis, on a discuté pour savoir quelle serait la conduite à tenir. Un homme humble, Sékou nous a fait comprendre que lui, il souhaiterait être entendu pour laver son honneur, parce qu'il sait qu'il n'a rien fait dans cette affaire-là. Il était prévu qu'il passe l'après-midi, après on l'a appelé pour lui dire de passer le matin, sans problème. Il s'est levé, il a dit qu'il va partir avec le jeune qui l'accompagne. Arrivé à un feu, il y a des militaires qui sautent d'un véhicule, ils envahissent son véhicule et le conduisent en corps manu militari. On va le faire asseoir pendant toute une demi-journée. Et le soir, l'affaire est ramenée au niveau de la biche. Et compte tenu du rang et de la fonction de Sékou, il n'a pas pu être entendu. Donc au jour d'aujourd'hui, Sékou n'a fait l'objet d'aucune audition. Il ne pouvait pas l'entendre, en tout cas dans ces conditions, il n'avait pas qualité à le faire. Donc il est rentré au nom de ses statuts protecteurs. Tous ces effets qui avaient été confisqués, c'est même pas mis sous scellé, lui ont été rendus, donc il est rentré à la maison. Et le lendemain, Sékou est allé au travail, à la présidence de la République de la transition. Je ne dirais même pas du Mali, de la transition. Sékou est allé au travail. Il a continué son travail avec son premier interlocuteur qui est le président de la transition. Et vous savez que cela peut paraître assez bizarre dans cette situation, que la DGSE qui rende compte directement au président de la République fasse enlever le secrétaire général qui est le collaborateur direct du président de la République et que ce même secrétaire général est ballotté pendant 48 heures, se retrouve dans le même arsenal institutionnel à accomplir sa mission. Ça interroge quand même. Est-ce que le président de la transition était au courant de l'enlèvement de Sékou Traoré? S'il n'était pas au courant, est-ce que ce dysfonctionnement doit arriver à ce niveau institutionnel en République du Mali sans que des mesures soient prises, sans que des rencontres soient organisées? Rien de tout cela. Sékou a continué à faire son travail. Donc, on se retrouve dans un chemin où celui qui est présenté comme étant le chef d'orchestre, parce que le cerveau présumé c'est Boubou, Sékou est le chef d'orchestre présumé pour déstabiliser des institutions qu'il sert encore, et les membres de son orchestre, c'est-à-dire les musiciens, eux, ils sont en détention. Vous voyez un peu tout le flou qu'il y a dans cette affaire. Le second problème que cela pose, c'est que ça pose un problème que je qualifierais même de dysfonctionnement institutionnel au niveau de la présidence de la transition. Cela ne peut pas arriver, cela ne doit pas arriver. On a non seulement humilié le secrétaire général, mais on a humilié la présidence et la fonction de secrétaire général de la présidence, qui n'est pas une petite fonction dans le cadre de notre organisation institutionnelle. Second aspect. Le troisième aspect maintenant qui est le plus ridicule, mais encore qui m'amène à voir les choses sous un autre angle, c'est que lorsque la SE a commencé à l'interroger, à les cuisiner plutôt, les questions qui lui ont été posées me paraissent d'une banalité qui explique à la limite pourquoi nous sommes toujours surpris par tout et partout. Si vraiment c'est comme ça que nos services d'investigation procèdent. Les premières questions qu'on lui pose, vous savez pourquoi vous êtes là? Évidemment, non, je ne sais pas. Vous n'avez pas lu les journaux? Il dit non, je n'ai pas lu les journaux. Sur les réseaux sociaux, on dit que vous êtes le chef d'orchestre d'une déstabilisation de la transition sous la direction de Boubou.
Qu'en pensez-vous? Question d'opinion. Ce n'est même pas sur des faits, c'est une question d'opinion. Je peux penser que c'est une bonne chose, mais cela ne veut pas dire que je l'ai fait. Qu'en pensez-vous? Je n'en sais rien. Réponse simple. Autre question, comment vous avez fait pour avoir ce poste de secrétaire général à la présidence? Quels sont vos liens avec Kamisa? Kamisa, au passage, c'était la secrétaire générale de la présidence qui avait été nommée une semaine avant le coup d'État. Il a expliqué comment il est venu comme adjoint au secrétaire général de la présidence. On lui demande pourquoi vous avez imposé au ministre de l'économie et des finances le maintien de Vital au poste de DG de PMU Mali. Le secrétaire général aurait imposé à Vital de maintenir, enfin, le ministre des Finances de maintenir Vital à son poste de directeur de PMU Mali. Je n'ai aucun pouvoir pour imposer à un ministre le maintien d'un directeur d'une société ou d'un EPA. Cela ne relève pas de mes attributions. Chaque ministre gère son département et les services qui sont rattachés. Troisième question, on lui demande, est-ce que vous êtes musulman pratiquant? Oui. Musulman pratiquant? Oui. Est-ce que vous avez des guides spirituels? Vous voyez l'origine des sacrifices? Il dit oui, j'ai des guides spirituels. J'ai mon oncle Lassana Kane, j'ai Soumaré ici, Waïchou Kunta, parce que Sékou, c'est un homme, il en connaît tellement, il a cité toute une liste de personnes qui, sur le plan spirituel, sont des références pour lui. Il donne cette liste-là. Nous en avons terminé. Est-ce que, il y a d'autres questions. Est-ce que vous êtes en lien avec Boubou? Non, je ne suis pas en lien avec Boubou. Je l'ai vu une fois après sa détention. Et de l'autre côté, maintenant, est-ce que vous avez des liens avec d'autres de ses parents? Il dit oui, je connais son grand frère, qui est un bon grand frère, et puis c'est tout. Nous en avons terminé. Voilà toutes les questions que la sécurité d'État a posées au cerveau présumé d'une tentative de déstabilisation de l'État du Mali. Voilà toutes les questions. Rien d'autre. Il n'y a pas d'audio. Il n'y a pas de document écrit. Il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas d'aveu par rapport à une quelconque déstabilisation. Il n'y a pas d'armes non plus. Il n'y a que des questions et des affirmations. Ça, c'est les renseignements généraux du Mali. Voilà ce que les renseignements généraux financés à coups de milliards ont pu réunir comme éléments dans le cadre de la déstabilisation de la transition. Voilà tous les éléments qu'il y a. Que des questions et des affirmations. Donc, c'est vous dire simplement que dans cette affaire, le véritable fond du problème, c'est la position institutionnelle de Sékou. On a parlé ici d'organisation des élections par la transition. Tout le monde pense à des élections transparentes et crédibles. Et je pense que le fait de soupçonner des personnes d'avoir un destin présidentiel par ceux qui sont en charge d'organiser des élections crédibles au sortir de tout ce qu'on vient de connaître pose vraiment des questions. Quelles sont les intentions cachées par rapport à ces élections à venir? Parce que la question des élections est au centre. Parce que tout ce qu'on reproche à Boubou, c'est de vouloir déstabiliser les institutions parce qu'il a un destin présidentiel. Et Boubou ne peut être président qu'à partir des élections. Ils savent que Boubou ne peut pas avoir des armes. Ils n'ont pas d'armée. Est-ce qu'avoir un destin présidentiel pour des élections futures est une infraction? Boubou est un candidat potentiel comme tout Malien. Si on commence déjà à soupçonner ceux qui veulent être présidents de la République de vouloir déstabiliser les institutions, et vous venez nous dire en même temps qu'on doit organiser des élections crédibles et transparentes, je pense qu'on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Le lien entre Sékou et Boubou, c'est que Sékou a une position administrative centrale au niveau de la présidence. Sékou a collaboré avec Boubou dans le temps. Donc si Boubou a des ambitions présidentielles, Sékou peut, selon leur imagination, de par sa position, influencer les choses à la faveur de Boubou. Voilà les imaginations sur la base desquelles Sékou se trouve impliqué dans cette affaire-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire bouger. Il faut l'enlever. Sur le plan professionnel, irréprochable. Sur le plan moral, irréprochable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On monte un film, un scénario, et puis maintenant, on balance ça. On intimide. Juste pour avoir le poste de Sékou.
et avoir une mainmise peut-être sur des choses que nous n'imaginons même pas. Mais en ce qui nous concerne, ce qu'on m'a dit, il rassure l'opinion publique internationale que ce poste, en réalité, est différent de sa carrière. Il n'y a pas un magistrat de son âge qui a une expérience administrative aussi accomplie que lui. Partout où il est passé, il a servi avec loyauté. Il a servi avec dignité. Et beaucoup d'entre vous ne le connaissent même pas parce que c'est un homme de l'ombre. Badaou ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne le connaissent pas. Il a pris fonction pendant qu'il y avait le désordre. Kamisa n'était pas là. Et après quelques jours, on a compris que lui, il maîtrise ce travail, il le connaît bien, on le confirme. Voilà comment Sékou s'est retrouvé secrétaire général de la présidence. Il n'a pas candidaté, il n'a pas cherché comme ça se fait d'habitude. Et beaucoup de personnes veulent ce poste-là, et je pense qu'ils l'auront. En tout cas, ce que nous souhaitons, c'est laver l'honneur et la dignité de Sékou dans cette affaire. Laver l'honneur et la dignité des autres personnes qui sont détenues sur la base de ces indices, qui ne sont ni graves, ni concordants, mais privés de liberté. Mais privés de liberté sur de simples affirmations. Pas d'éléments de preuve, pas d'aveu, pas de pièces à conviction, que des questions. Ce dossier est une compilation de questions et d'affirmations. Les viandes sacrificielles, leur introduction au palais. En tout cas, moi j'espère qu'ils ont la viande sous scellé ou quelque chose comme ça. Parce que quand on parle de viande sacrificielle, et on n'a même pas dit de viande, on a mis viande au pluriel, ça veut dire qu'il y a beaucoup de types de viande. Donc quelqu'un a eu le temps de savoir que ça c'est la viande de coq, ça c'est la viande de canard, ça c'est la viande de mouton, ça c'est la viande de cheval. Donc si c'est des viandes, quelqu'un a dû faire une expertise et nous demandons à ce qu'on nous produise ces viandes qui seraient sous scellé. Et le marabout puissant, un marabout puissant, on a qualifié le marabout puissant. C'est important. Voyez un peu là où on est, il a consulté un marabout puissant et a amené des viandes. Des viandes, pas une viande, des viandes. Donc nous demandons à ce qu'on nous amène ces viandes et qu'on nous montre les scellés et qui a en tout cas pris ces viandes entre les mains de Sékou ou qui l'a vu introduire ces viandes dans comment on appelle ça, dans le palais. En ce qui concerne ces liens avec Razbat au niveau de la presse, beaucoup d'entre vous me connaissent parce que je faisais partie du collectif des avocats qui ont défendu Razbat pendant longtemps. Et je suis le lien entre Sékou et Razbat, ils ne se sont jamais vus. Je suis l'avocat des deux. Sékou et Razbat ne se sont jamais vus. Chaque fois que Razbat, c'est comme ça, on est amis, il tape sur Sékou, c'est moi qui l'appelle. Et il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a eu des émissions très dures sur Sékou dans le temps. La dernière fois où Razbat a parlé de Sékou dans une de ses émissions, c'est lorsqu'il reprochait à Sékou le fait d'avoir laissé passer le décret de désignation, de nomination des membres du CNT, parce qu'on avait 3 ou 4 décrets qui circulaient sans forme ni rien. Il a dit Sékou, de son rang de magistrat, comment il peut laisser ce décret passer à la présidence. J'ai appelé Razbat, j'ai dit non Razbat, tu te trompes, parce que l'organisation de la présidence, c'est que en matière administrative, les décrets de la présidence sont des décrets qui portent sur l'organisation, les nominations à l'intérieur de la présidence. Mais les décrets de désignation des membres du CDC ou de nomination, ça relève du secrétariat général du gouvernement. Donc ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que le président a signé, tous les décrets signés par le président de la République ne sont pas des décrets de la présidence, mais le secrétariat général qui prépare. Il y a certains que la présidence prépare. Donc je lui ai dit qu'il y a une nuance à ce niveau. Il dit que ça, il ne le savait pas. Donc on est passé. Il n'a jamais rencontré Sékou. Je mange avec Razbat, je mange avec Sékou. Les deux sont mes amis. Ils ne se sont jamais rencontrés. On dit que Sékou aurait transmis les confidences du président à Razbat. Mais qui connaît les confidences du président? Qui connaît les confidences du président? Parce que les mots ont un sens. Si vous dites qu'il a transmis les confidences, c'est que le président vous a mis dans ses confidences. Et si c'est le cas, quelles sont ces confidences qui ont été transmises à Razbat? C'est ça le fond de la question. Il ne suffit pas d'affirmer. On est en matière judiciaire, c'est une question de dignité et de liberté. Quelles sont les confidences? À qui ces confidences ont été confiées? Ou bien c'est Badaou qui a dit à la DGSE que Sékou a transmis à Razbat mes confidences. Si c'est le cas, que ça ressorte du dossier, qu'on amène des éléments de preuve. Il n'y a pas de preuve dans cette affaire-là. Les mentions qui sont faites dans des privés, tout ce qui a été réuni par la DGSE financé à coups de milliards,
C'est l'émission Razbat qui est sur les réseaux sociaux, au cours de laquelle il a parlé de l'attitude du président de la République lors de son passage comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire. Il y a la voiture dans laquelle M. Diop a été enlevé. Il y a 2 clés de Prado. Et voilà, c'est des choses comme ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien. Aucun élément. Donc moi, je vous dis simplement, pour ne pas trop abuser de la parole, que cette affaire, nous faisons face à une situation où notre justice a vraiment du pain sur la planche. Et nous demandons à la justice de rendre au Mali sa dignité, de rendre au Mali sa fierté. Parce que la transition, elle est conjoncturelle, elle est passagère, mais la justice, elle est pérenne. Et la justice est tenue par des magistrats qui ont prêté un serment. Et leur sort, ici sur terre, comme dans l'au-delà pour les croyants, est différent du sort des autres. Donc tout ce que nous demandons, c'est que la vérité soit et que nos clients soient relaxés, en tout cas de cette poursuite qui n'a aucun fondement, ni légal, ni objectif. Je vous remercie. Laure, tu veux parler? Quelques mots, oui. Oui, vas-y. Merci, monsieur le bâtonnier. Maître Mamadou Traoré, avocat inscrit au barreau du Mali. Dans cette affaire, j'occupe aux côtés de certains de mes confrères, pour Souleymane Kansaï et Ségou Traoré, et Youssouf Batili d'Iras Bach. Je pense que tout a été dit par le bâtonnier et mes excellents confrères qui m'ont précédé ici. Mais j'aimerais en tout cas m'entretenir avec vous sur le cas particulier de Souleymane Kansaï et de Youssouf. Par rapport à Souleymane, il a été accusé de complot visant à déstabiliser les institutions de la République, donc un coup d'État. Concrètement, qu'est-ce qu'on lui reproche qu'on fait? On dit qu'il a financé l'AEM et l'UNTM pour que ces organisations puissent, en tout cas de par leur comportement, créer des troubles au niveau de la nation pour que, en fait, les auteurs du coup d'État puissent profiter de ces troubles-là. Eh bien, le montant qu'il aurait remis à ces organisations a été évalué à 200 millions. On n'a pas dit qu'il a même cofinancé, mais qu'il a financé. Eh bien, cet argent n'a pas été, comme le bâtonnier l'a dit, en tout cas précisé, on n'a pas précisé où, quand et comment cet argent a été remis à ces gens. Aucune précision. Et Souleymane estime qu'il n'a remis aucun fonds à qui que ce soit. Donc il n'y a aucune preuve par rapport à l'existence même de ces fonds, à plus forte raison leur remise. Deuxièmement, on dit qu'il a adapté des attitudes faisant en sorte que les recettes de la nation puissent être baissées. Comme ça, cela sera de nature à créer une situation de trouble. Eh bien, à ce niveau également, il est à un niveau pratiquement de la hiérarchie de l'administration qui fait qu'il ne peut pas descendre, en tout cas au niveau des commerçants ou bien des contribuables, pour leur demander de ne pas payer leurs impôts. Ce n'est pas possible. Il y a les chefs de division, il y a les chefs de service, il y a d'autres agents qui sont là. Donc aucune preuve à ce niveau également. Et troisièmement, on lui a accusé d'avoir tenu des réunions secrètes. Et il n'a tenu aucune réunion avec qui que ce soit. D'ailleurs, il ne connaît personne de ces gens.
il n'a connu que Boubou et Mahamadou Koné, avec lesquels il a eu des réunions professionnelles par rapport à la programmation du budget au niveau de la trésorerie. Voilà tout, donc aucune preuve. Par rapport à Razbach, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit. À ce niveau également, on dit qu'il participe à un complot visant à déstabiliser et qu'il a tenu des réunions. Il n'a tenu aucune réunion, il ne connaît aucun de ces gens. Deuxièmement, il y a une autre infraction qu'on reproche à Razbach. On dit qu'il a offensé le chef de l'État. L'offense du chef de l'État, comme on le sait, est un délit de presse. C'est un délit de presse. Et à ce niveau, pour que l'action publique soit engagée, il faut une plainte de la partie concernée. C'est-à-dire une plainte de Badaou dans ce cas. C'est l'article 56 de la loi qui le dit. Et en ce moment également, à ce niveau, eh bien, les poursuites se font dans un certain ordre. Il y a le directeur de l'organe qui est poursuivi et l'auteur est poursuivi comme complice. À ce niveau, le directeur n'a jamais été poursuivi et Razbach comparaît comme auteur principal, c'est qu'il y a une violation de la loi. Vous voyez, donc à ce niveau également, il n'y a rien à reprocher à Razbach pour en tout cas faire en sorte que la justice puisse le déposer à la maison d'arrêt pour complot ou pour offense au chef de l'État. Donc, comme mes prédécesseurs ont eu à le dire, ce dossier est vide. Est vide, eh bien, de façon déconcertante. Il est vide. Donc, moi, je pense franchement qu'on doit faire attention et la presse doit, en tout cas, nous aider à faire établir la vérité dans cette histoire, en informant l'opinion nationale et internationale de ce qui se passe. Voilà, c'est ce que j'avais à ajouter. Merci. Je crois que vous avez bien compris que personne n'est à l'abri. Et je suis le premier à en témoigner. En 2012, j'ai été arrêté par la même sécurité d'État qui me reprochait d'avoir financé les bérets rouges. Et le seul élément qu'ils avaient, c'est qu'on ne parlait que de moi. J'ai été interrogé pendant 6 heures de temps. On me reprochait d'avoir financé des bérets rouges que je n'ai jamais rencontrés, que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais possédé d'armes. Ils n'ont jamais trouvé aucun élément de financement à mon niveau dans ce sens. C'est peut-être pourquoi je suis allergique à la sécurité d'État, je n'en sais rien. Mais je vais vous dire, en mars dernier, alors que je me trouvais en confinement à Paris, j'ai appris sur les réseaux sociaux que le professeur Clément Dambélé, que vous connaissez, que moi je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu à ce jour, avait été arrêté par la sécurité d'État. C'était au mois de mars dernier. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le Premier ministre Boubou Cissé. J'ai dit, Monsieur le Premier ministre, c'est inadmissible d'arrêter les gens dans une démocratie par la sécurité d'État pour des délits de presse. Il m'a dit, non, c'est pas moi, la sécurité d'État ne relève pas de moi. J'ai dit, mais Monsieur le Premier ministre, dites au président de la République que c'est inadmissible. 2 jours après, j'ai appris que Razbach a été déféré au procureur. C'est ce que j'avais dit au Premier ministre. Les délits de presse sont maintenant punis par une loi ordinaire, la cybercriminalité. Demandez au procureur s'il y a des choses contre lui, qu'on le poursuive, mais pas la sécurité d'État. Je l'ai fait ça en mars dernier. Je ne connaissais pas et je ne connais pas Clément Dambélé, à part que je vois quelques interviews de lui dans les réseaux sociaux. Alors, ce sont donc pour des principes qu'on se bat, monsieur, pour des libertés fondamentales qui sont garanties à tous les citoyens du Mali. C'est ça qui est en cause aujourd'hui, comme l'a dit Marcel. Au-delà de la personne de X ou de Y, ce sont nos libertés qui sont en jeu. Et tout le monde, demain, peut être victime de cela. Ces manigances-là, tout le monde peut en être victime. J'en ai été victime. Et j'aurais pu, dans ce dossier, et j'aurai l'occasion d'en parler une autre fois, j'aurais pu en être victime, même dans ce dossier.
compte tenu des rapports que j'ai eus avec le Premier ministre Boubou Cissé, dont j'ai été le ministre de la Justice. Et je suis fier de l'avoir été. Je suis fier de ce que j'ai fait en tant que ministre de la Justice de Boubou Cissé. Mais je n'ai jamais été dans un complot contre lui. Je ne le connaissais pas comme un homme de complot, sinon je n'ai jamais composé avec lui. Si à sa sortie de prison, je l'avais rencontré 2-3 fois, j'aurais été devant le juge et non pas devant vous. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est donc des questions très très graves qui sont en cause. C'est la démocratie qui est en cause. Ce sont les droits de l'homme qui sont en cause. C'est les droits de la défense qui sont en cause. Aujourd'hui, vous avez 5 chefs de famille, des jeunes brillants, qui ont fait des études brillantes, qui occupaient des postes de responsabilité extraordinaires, exceptionnels pour leur âge, qui se trouvent croupis en prison pour rien. Et je rappelle, mes confrères vous le diront aussi, que le principe, c'est la liberté, ce n'est pas la détention. En matière pénale, le principe, c'est la liberté. Ce n'est pas la détention. Dans un dossier pareil, on aurait dû les laisser en liberté, sous contrôle judiciaire, jusqu'à preuve du contraire. Faire les enquêtes. Il n'y a eu aucune enquête préliminaire dans ce dossier. Il y a eu des dénonciations calomnieuses, il y a eu des dénonciations à la sécurité d'État qui a fait un abus, qui a arrêté, séquestré des gens pendant des jours sans que personne n'ait eu accès à eux et ont ensuite transmis un dossier auquel nous n'avons jamais eu accès. Aucun avocat n'a accès à la sécurité d'État. Et c'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai été arrêté moi en 2012, quand j'ai voulu appeler à la fin de l'interrogatoire le bâtonnier et le président de l'Assemblée nationale, parce que j'étais à l'époque vice-président de l'Assemblée, il m'a été dit non, c'est comme en France, vous n'avez pas droit à ça. J'ai dit, monsieur, parlez de ce que vous savez. C'est peut-être la France de Vichy, mais la France que moi je connais, on n'arrête pas un avocat vice-président de l'Assemblée nationale pour des peccadilles et lui interdire toute communication. C'est pas vrai. Ça, c'est pas la France, monsieur. Parlez de ce que vous connaissez. Voilà. Et ça ne doit pas être le Mali. Le Mali démocratique pour lequel des milliers de gens ont donné leur vie, leur liberté, leur temps, tout ce qu'ils avaient de cher pour que vous puissiez, vous, avoir cette liberté de presse-là. Vous avez des milliers de radios, de journaux, de télévisions, on s'en réjouit. Mais il y a des gens qui sont morts pour ça. Et aujourd'hui, on veut interdire à des gens d'exercer cette liberté-là qui est dans notre Constitution. Cette Constitution-là, j'ai l'habitude de le dire, elle a été écrite avec le sang des martyrs. Nul n'a le droit de fouler aux pieds les principes qui sont et les libertés qui sont garanties par cette Constitution. Voilà l'enjeu, mesdames et messieurs, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci.